Alors pour poursuivre les rencontres auteurs de la journée, nous accueillons Benoît Sévrac, auteur de Une caravane en hiver, dont nous allons principalement parler, mais aussi de plusieurs autres ouvrages. Alors Benoît, vous êtes l'auteur d'un peu plus d'une dizaine de romans adultes ou ados, notamment publiés à la Manufacture de Livres, c'est 115 en 2017, et chez Syros. Et vous vous illustrez dans le domaine des littératures noires et polars. En 2018, deux sorties déjà, Ouazazé, coécrit avec Hervé Jubert aux éditions Le Passage, et Une caravane en hiver aux éditions Syros. Ce que je propose, c'est qu'on commence par un petit passage de Une caravane en hiver. Comme ça, on attirera le public avec une lecture, et puis on aura l'occasion de discuter un peu plus longuement après, une fois qu'on aura donné un peu le ton du livre. Alors tout commence par une interrogation. Lorsque Jean Pouzauge s'effaça pour laisser entrer Étienne et Mireille Accard dans son bureau, il les sentit mal à l'aise. On aurait dit qu'ils avaient honte d'être là, comme quand on va en catimini chez un sexologue ou une cartomancienne. À l'instar de la plupart de ses clients, sans doute mettait-il les pieds dans une agence de détective privé pour la première fois. Ce métier méconnu avait souvent mauvaise réputation. Jean Pouzauge les étudia rapidement. C'était un couple de 40 ou 45 ans, vêtus élégamment, des gens aisés. Il s'installa à son bureau et les invita à s'asseoir en face de lui. À sa question traditionnelle, alors, que puis-je pour vous ? Madame Accard répondit du bout des lèvres comme si elle s'excusait. C'est pour notre fils. Quel âge a-t-il ? 16 ans. Jean Pouzauge attendit qu'elle poursuive. Comme ça ne venait pas, il demanda qu'est-ce qui lui arrive ? Son père et moi pensons qu'il se fait racketter. Qu'est-ce qui vous fait croire cela ? C'est monsieur Accard qui répondit. Nous nous sommes rendus compte qu'il avait vidé son livret A petit à petit au cours des 2 derniers mois. Il y avait combien sur ce livret ? Près de 2000 euros. Étienne Accard s'étrangla presque en annonçant la somme. Et puis nous avons remarqué que certains billets disparaissaient mystérieusement de nos porte-monnaies, reprit son épouse. À combien estimez-vous le montant de ces détournements en espèces ? C'est difficile à dire, 100 ou 200 euros. Le détective privé commença à prendre des notes. Et même de la nourriture, ajouta Mireille Accard. De la nourriture ? Elle acquiesça. Le stylo de Jean Pouzauge resta suspendu en l'air pendant plusieurs secondes. Cette dernière information ne collait pas avec la théorie du racket. Elle ne collait avec rien, à vrai dire. Le détective essaya d'amener le plus diplomatiquement possible la question que les parents n'aimaient pas entendre. Votre fils a-t-il déjà consommé des substances illicites ? Je vous demande pardon ? De la drogue. Est-il possible que votre fils se drogue ? Il n'avait pas dû faire preuve du tact requis, car à peine avait-il prononcé le mot tant redouté que les parents le fusillèrent du regard. Malheureusement, il faut tout envisager, se justifia-t-il. Sachez que notre fils est tout ce qu'il y a de gentil et de bien éduqué. Jamais il ne fait d'histoire, jamais il ne désobéit, jamais il ne nous ment. Jean Pouzauge n'insista pas, mais si ce qu'elle affirmait était vrai, alors que faisait-il dans son bureau ? C'est donc le début d'une caravane en hiver, qui commence comme un roman qui semble s'intéresser à un détective, Jean Pouzauge. C'est un peu une petite tromperie, puisque c'est pas tout à fait lui qui va être au cœur de ce roman. Oui, c'est vrai. Et surtout, ce dont je me rends compte en vous écoutant, c'est qu'on devrait choisir mieux ces noms de famille de personnages, parce que Jean Pouzauge, c'est pas facile à dire, je me rends compte. Et je suis content que vous ayez fait la lecture, vous, et pas moi. Oui, c'est un contre-pied un petit peu. C'est vrai c'est une scène d'ouverture. Dans les codes du polar, normalement, on devrait suivre Jean Pouzauge, donc. Et ça devrait être lui l'enquêteur. Or, c'est pas du tout le cas. C'est vrai que l'histoire se recentre ensuite sur la famille. Ouais. Donc l'histoire suit notamment le personnage de Arthur, qui est un jeune garçon qui donc, on pense au début, se fait racketter. Et en fait, qu'est-ce qui le motive Arthur à voler de l'argent à ses parents ? Alors, on est dans l'exploitation un petit peu de la représentation qu'on a tous de nos frayeurs en tant que parents, qui est, on pense au pire. On pense que si de l'argent disparaît, c'est forcément pour des mauvaises raisons. Or, on apprend tout au long du roman, enfin assez rapidement dans le roman, on apprend, et là je dévoile rien de top secret, Arthur détourne de l'argent, vole de l'argent à ses parents et de la nourriture pour aider des Syriens
qui sont dans une situation très compliquée, qui vivent dans une caravane, d'où le titre d'ailleurs. Ouais. Et en faisant cela, il fait un petit peu ce que les parents ne font pas, à savoir, il tend la main à des réfugiés. Les parents, avec toutes leurs bonnes intentions, leur bonne éducation et certainement toute leur bonne volonté, n'empêche qu'eux ne font rien pour les Syriens dans leur ville. Et c'est finalement leur gamin qui est ado qui, lui, va leur donner l'exemple et va un peu les obliger à s'impliquer malgré eux, quoi. On a en France une tradition du polar social. Là, je ne sais pas si on peut vraiment parler de polar social. On a l'impression que, comme on commence les 2 premiers chapitres avec Jean Pouzauge, que finalement on abandonne pour suivre la famille, l'intrigue est aussi, surtout, vous allez me le dire, un prétexte à parler d'un certain nombre de sujets de société. Et quand on regarde un petit peu, alors j'ai lu Ouazazé aussi, dont on va parler un petit peu plus tard, mais j'ai lu des retours de lecture sur 115, et c'était l'examen qu'en faisaient certains lecteurs, à savoir une intrigue policière qui permet aussi de parler d'un certain nombre de sujets de société, de personnes mises de côté dans la société. Il y a à la fois cette question de l'intrigue et en même temps cette question du propos et du regard jeté sur la société. Alors c'est vrai que je m'inscris dans la droite ligne du roman noir français. On est dans du roman noir. Social, je ne sais pas. Sociétal, oui, en tout cas. Voilà, oui, on est sur des thématiques qui traversent notre société. Je ne veux pas rentrer dans le débat de est-ce que c'est le rôle du roman noir, parce que je ne veux pas. Je sais que c'est ça que je fais. Je sais que c'est ça dont je parle. Je sais que mes bouquins sont des coups de gueule, des coups de colère. Hein. Ici, on est à colère au présent. Je me reconnais dans ce terme de colère. La colère, chez moi, est un moteur. Donc, je parle de choses qui me scandalisent, qui me font honte. Et j'en parle, mais avec une seule envie, qui est de me faire du bien, moi, de libérer ça, et peut-être d'offrir, le temps d'un roman, un regard différent sur un phénomène, là en l'occurrence sur la façon dont on accueille les Syriens en France, ou la façon dont on les accueille pas, plutôt. Et alors, après, je réfute l'idée de fonction, c'est-à-dire que je veux pas encourager une vision utilitariste du roman noir. Le roman noir, il est avant tout du roman, de la littérature. Il faut qu'il transcende des émotions. Il faut qu'il embarque le lecteur dans une histoire à laquelle il va croire, même s'il y a un contrat de lecture qui fait qu'on sait que c'est de la fiction et que tout est faux. Donc moi, je veux juste ça, quoi, et faire quelque chose de beau avec ça. Après, le ressort de départ, il est de la colère, il est sociétal, mais c'est pas le but. Voilà. Même si je le nie pas, cette dimension-là, je la nie pas, mais c'est pas ça que je veux encourager ou que je veux démontrer, ou c'est pas ça qui me tient à cœur quand j'écris. Alors, Une caravane en hiver paraît dans une collection plutôt de romans ados. Écrire pour les ados et écrire pour les adultes, c'est un exercice assez différent. Non, pour moi, c'est le même travail. Vraiment, quoi. Juste, il y a un public différent auquel on s'adresse. C'est des histoires différentes que j'ai envie de raconter. Je sais que quand je vais commencer cette histoire-là, j'ai envie de la raconter à des ados. J'écris jamais pour les enfants, j'écris toujours pour les ados, pour des raisons, je pense, psychanalytiques assez simples à comprendre, qui sont que je console un petit peu l'ado que j'ai été, parce que j'ai été un ado compliqué et qui a encore besoin d'être consolé aujourd'hui. Mais en fait, quand j'écris Une caravane en hiver, le regard que j'offre sur les Syriens s'adresse autant aux ados qu'aux parents. La preuve, on voit cette scène qui s'ouvre sur les parents d'Arthur qui ne font rien pour se mobiliser pour accueillir les Syriens. Le message, il s'adresse aussi aux parents. Mais après, j'écris pas de la même façon, parce que ce sont pas les mêmes préoccupations, pas les mêmes personnages, c'est pas le même niveau de langage quand je m'adresse à des ados, mais la technique d'écriture est la même, les difficultés sont les mêmes, les questions d'ellipse, les questions de rythme, les questions de figure de style sont les mêmes, et surtout les questions de... Moi, c'est une question qui est centrale dans mon travail, c'est
savoir où je mets le curseur dans l'accompagnement que j'offre au lecteur. Je veux toujours laisser au lecteur sa place et, et laisser le lecteur faire le cheminement vers mon histoire. C'est à lui de se figurer les choses, c'est à lui de visualiser les choses. J'ai pas envie de dicter trop de choses au lecteur. Et ça, c'est vrai que ce soit pour les ados comme pour les adultes. Les ados, il ne faut pas les prendre pour des cons, quoi. C'est des gens qui savent très bien se figurer les choses. Il y a quelque chose qui, je trouve, concourt assez bien à ça dans Une caravane en hiver, c'est la multiplicité des personnages et leur façon de réagir justement aux Syriens, la manière dont ils se positionnent et la manière dont ils vont changer. Finalement, comme si on avait toute une palette de positionnement. Il y a la figure du père notamment qui au début est extrêmement hostile, qui est une contradiction complète entre les valeurs qu'il enseigne à son fils et lui-même incapable de les tenir en se trouvant des justifications, et la manière dont ces figures vont avancer dans leur réflexion et dans le positionnement, mais jamais, c'est jamais une analyse. On voit toujours ce qu'il donne et le père reste, même s'il évolue dans son fonctionnement, d'une certaine mauvaise foi aussi. Ça participe de cette envie justement de montrer une palette et de se situer par rapport à cette palette de réactions. Disons que alors il y a deux choses qui me plaisent dans ce que vous dites, c'est que, un, il y a une évolution des personnages, et je pense que c'est important dans un roman que les personnages évoluent, parce que dans la vie, on évolue. Alors, un roman est évidemment un condensé de vie, mais moi, j'aime ça, là, que mes personnages ne soient pas monoblocs et puissent évoluer. Et deux, il y a la notion de réalisme psychologique. C'est-à-dire que le réalisme, c'est pas que le réalisme du récit, ça doit être aussi le réalisme des réactions des gens, et on n'est jamais monobloc non plus. Quelqu'un n'est jamais uniquement de mauvaise foi, sans être un peu conscient de ça. Il n'est jamais hostile sans être conscient que c'est pas bien. Et on n'est jamais bienveillant sans arrière-pensée non plus. Donc l'être humain, il est en permanence en contradiction, et j'essaie d'être dans le non-jugement de mes personnages. J'essaie d'être bienveillant envers mes personnages, même les plus moches. Je n'ai pas envie de les flinguer complètement. Et parce que je crois que c'est une attitude qu'on devrait avoir, ou que j'essaie d'avoir. Je ne me situe pas au-dessus du lot du tout, je ne suis pas du tout moralisateur là-dessus, mais c'est une attitude que j'essaie d'avoir dans la vie, essayer de tout le temps trouver des explications aux actes de quelqu'un, ou en tout cas d'offrir une porte de sortie à quelqu'un, de façon à ce que les actions et les dires de quelqu'un ne soient jamais rédhibitoires. C'est aussi la bienveillance que j'attends, moi, en retour, par rapport à ces moments où je peux être nul et con. Et ces moments où moi-même, je ne m'investis pas dans... Je ne sais pas, par exemple, dans toutes les luttes dans lesquelles il faudrait que je m'investisse ou je voudrais m'investir. L'accueil des Syriens, par exemple. Moi, à titre personnel, je ne fais rien. Au niveau politique, au niveau associatif, je n'ai rien fait pour... donc mon rôle, c'est cantonné à observer ça, les gens qui faisaient, et quels étaient les mécanismes qui amenaient les gens à agir, et j'en ai fait un bouquin. Mais ça ne va pas plus loin, donc c'est pas très glorieux non plus. Donc voilà, je pense qu'il faudrait qu'on soit tous un peu plus indulgents et bienveillants les uns envers les autres, quoi. C'est un discours très... c'est pas un discours... on n'est pas dans la mystique, hein, mais voilà, tout simplement un peu plus humain, quoi. Donc j'essaie d'être humain avec mes personnages. Ouais. Et donc, autre sortie de l'année, un roman à quatre mains avec Hervé Jubert qui s'appelle Ouazazé. Ouazaz. Non, c'est ça. En fait, c'est Washache. Washache, okay. C'est un nom indien de la langue Osage. Ça veut dire Osage. Et c'est une langue, c'est une nation d'Indiens d'Amérique du Nord qui sont situés aujourd'hui en Oklahoma, qui est une des 5 grandes familles Sioux, et qui a une histoire très proche de la France. Il y a des liens avec la France depuis le 19e siècle, et même avant, parce qu'en fait les premiers contacts ont été avec des Français, à travers des trappeurs français, mais aussi à travers des représentants du roi français et des jésuites aussi français. Et depuis le 19e siècle, il y a eu une histoire en Europe de ces Osages-là qui sont venus nous rendre visite. Ouais. Et donc, Washache, c'est l'histoire d'un chef Osage, Marmon, qui vient en France, dans un petit village, le village de Laprade, à côté de Montauban,
où la municipalité a offert de donner un lopin de terre aux Osages, auxquels ils sont liés pour une raison historique, qu'on va découvrir aussi au fur et à mesure du roman. Et retournement, le chef arrivant là-bas refuse de prendre la terre pour l'instant, attendant un signe qui ne vient pas. Et en parallèle à ça, on a une intrigue policière qui met en scène le commandant Tourment, qui est une flic de Montauban, une gendarme de Montauban, qui va enquêter sur la disparition d'une petite fille. Et des liens mystérieux vont commencer à se tisser entre cette terre et la disparition de cette petite fille. Alors on a un argument qui est assez incroyable, qui est justement les liens qui existent entre la région de Montauban et les Osages. Ça, je crois que c'est tout à fait, Ça c'est réel, ouais. Ça, tout à fait réel. Oui, là on est vraiment dans un polar adulte, très polar pour le coup, beaucoup moins roman noir que ce que j'écris d'habitude, que 115 que vous citiez tout à l'heure. Et mais c'est vrai que c'est matiné de surréalisme un petit peu, ou de surnaturel, on va dire, pas de surréalisme, mais de surnaturel, parce que il y a toute cette dimension culturelle indienne, pour qui le surnaturel est naturel. Et oui, les points de départ de ce roman, il y a plusieurs points de départ, qui sont les Osages d'un côté, la petite fille qui a des visions de l'autre, etc., sont des points réels qui appartiennent à l'histoire de Montauban et des Osages. Nous, on en a fait une fiction, on est parti sur une enquête policière très classique. On est en train de réfléchir à un tome 2. On part cet été en Oklahoma, Hervé et moi, pour, en délégation officielle. On va être reçus officiellement par les Osages, de façon à écrire un tome 2 qui se situerait là-bas. Voilà. Une belle aventure d'écriture à quatre mains, ouais. Alors il y a une dimension aussi de désamorçage des clichés, je trouve, dans Wachaché, où parfois pas de désamorçage, mais au contraire il y a notamment une scène que je trouve assez excellente. Donc le chef est d'abord accueilli, il y a une partie du village qui ne supporte pas l'idée de ce don de terre à un Indien, avec des individus qui ne supportent déjà pas que des gens qui viennent de Toulouse ou d'Angleterre s'installent dans leur ville. Donc un chef indien, c'est totalement inconcevable. Et en même temps, on a une association pro-indienne. Et il y a 2 pages que j'ai trouvées assez géniales. C'est quand le chef refuse la terre et l'association pro-indienne qui prône la compréhension de la spiritualité des Indiens trouve que quand même, un mois à refuser la terre comme ça, c'est bien ingrat et ça commence à bien faire. Il y a un jeu un peu ironique derrière tout ça. Ouais, mais ça c'est de l'observation, hein. Dans le sud-ouest d'où je viens, il y a ça. C'est-à-dire qu'on a des villages entiers colonisés par des étrangers, ce que moi je trouve très bien, hein, parce que ce sont des gens qui rénovent des baraques et qui sauvent des baraques. C'est très néfaste de notre côté, parce que ça fait exploser le prix de l'immobilier. Donc on a ces contradictions de gens locaux, dont je suis, hein, je m'inclus encore dans le lot, qui voient d'un bon oeil le fait de pouvoir vendre des maisons beaucoup plus chères que ce qu'ils auraient vendu à des locaux, et qui en même temps le regrettent, et ont une tradition d'accueil, et en même temps se replient sur eux-mêmes, et avec toute leur mauvaise foi et leur ignorance de l'autre. Tout ça, c'est de l'observation autour de moi, hein. Mais je crois qu'on a ça partout en France, hein, finalement. Beaucoup d'autres choses à lire, et d'abord et surtout un roman passionnant qui mélange enquête policière, léger surnaturel, tradition indienne et différence de point de vue. Et donc une caravane en hiver, Wachaché, Ouais. Et 115 donc à la et manufacture 115 de à la livres. manufacture de livres. Que je peux signer là, qui est Et, là. et voilà, Benoît Sévérac Merci beaucoup. est en dédicace sur la table juste à côté. Merci Benoît. Merci beaucoup.